On va passer à la dernière présentation. Alors, je remercie beaucoup le docteur Ségolène Turquier d'avoir gentiment accepté d'être la dernière à parler aujourd'hui, parce que je sais que la journée est un petit peu longue. Alors, beaucoup d'entre vous la connaissez déjà parce qu'elle a fait un tabac dans son webinaire sur les explorations fonctionnelles respiratoires, que si vous avez manqué, vous pouvez revoir, ou voir, ou découvrir. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'oxygénothérapie. Qu'est-ce que ça peut apporter, puis comment ça se passe en pratique? Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas seule pour cette présentation. J'ai été très aidée par l'équipe de Vitalaire, Anne-Sophie Minant, Christophe Estevez, qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions pratiques à la fin de cette présentation. Ils sont venus eux aussi avec des petits flyers qui sont dans le fond de la salle et avec des appareils d'oxygénothérapie que vous pourrez voir et vous pourrez leur poser toutes vos questions. Alors, petit rappel physiologique, on fait un retour en arrière à ce matin. Je vais peut-être faire quelques petites redites de mes collègues, mais ça fait pas de mal. Le poumon sert surtout à acheminer l'oxygène du compartiment aérien jusqu'au compartiment vasculaire. Et donc, l'oxygène va aller se fixer dans vos globules rouges sur l'hémoglobine. Une fois que cette étape est passée, il va passer dans la circulation et va arriver à vos différents organes. C'est vraiment l'oxygène qui sert en fait à fabriquer l'énergie dont tous vos organes ont besoin. Donc ici sont représentées une cellule et à l'intérieur de ces cellules se situent des mitochondries. Au niveau de ces mitochondries va s'opérer des changements biochimiques très compliqués qu'on apprend en première année de médecine et qui permettent de transformer cet oxygène en énergie, en adénosine triphosphate. Et c'est ça qui va permettre à votre organisme de fonctionner correctement. Les médecins de ce matin vous en ont sûrement parlé. En cas de fibrose pulmonaire idiopathique, votre poumon va devenir plus rigide. Donc, c'est ce qu'on appelle une diminution de la compliance pulmonaire. Il va aussi y avoir une raréfaction vasculaire et un épaississement de la paroi entre votre alvéole et votre vasculaire et vos vaisseaux qui vont faire que la diffusion de cet oxygène du compartiment aérien au compartiment sanguin va se faire moins bien. En pratique, chez un sujet normal, l'oxygène diffuse à travers cette membrane alvéolo-capillaire en 0,75 secondes. Et à l'effort, quand votre débit cardiaque va s'accélérer, les globules rouges vont passer plus vite à travers cette membrane. Ça va se faire en 0,25 secondes. Et si votre poumon fonctionne correctement, ça va être suffisant pour que votre taux d'oxygène reste normal à l'exercice. Malheureusement, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a un épaississement de cette membrane. Généralement, au repos, jusqu'à un stade assez tardif, votre taux d'oxygène va rester normal. Mais par contre, à l'effort, dès que le débit cardiaque va s'accélérer et que le globule rouge va passer plus vite à travers la membrane, il n'y aura pas assez d'oxygène qui va pouvoir se fixer sur l'hémoglobine. Et c'est ce qui va se traduire par une désaturation à l'exercice. Quand on vous met un saturomètre au test de marche, on va voir que votre taux d'oxygène va baisser. Est-ce que c'est ça qui vous essouffle? Eh bien, en partie, pas que. Donc, vous voyez qu'il y a donc, le trouble de diffusion qui va vous engendrer une hypoxémie, donc un manque d'oxygène qui va arriver à vos différents organes. Ça va vous procurer une fatigue. Pour pouvoir compenser ce manque d'oxygène, vous allez vouloir augmenter votre ventilation, sauf que vous allez avoir du mal à le faire vu que vos poumons n'arriveront pas à prendre de volume courant suffisant. Donc, pour compenser cette manque de volume courant, vous allez être obligé d'augmenter votre fréquence respiratoire et ça crée un vrai handicap et c'est vraiment le trigger principal de votre essoufflement. L'augmentation de la fréquence respiratoire et aussi l'augmentation du travail des muscles de la paroi thoracique pour avoir un volume suffisant. En plus de ces problèmes liés à votre fibrose pulmonaire, il va aussi y avoir ce qu'on appelle les comorbidités, dont vous avez dû entendre parler ce matin. La performance musculaire, plus votre muscle est entraîné, plus vous le faites travailler et plus vous allez avoir de mitochondries. Donc plus vous allez avoir de mitochondries et plus vous allez pouvoir transformer l'oxygène en ATP, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'où l'importance de garder une activité physique régulière. Vous allez pouvoir contrebalancer ce manque d'oxygène par plus de mitochondries et une meilleure performance
de votre muscle. Il faut bien sûr lutter contre l'anémie. Moins on a de globules rouges et moins l'oxygène arrive à vos différents organes. Et bien sûr, tout ce qui va être pathologie cardiaque, vasculaire, va potentiellement aggraver votre essoufflement. Les médecins, les IPA sont là pour les dépister et les traiter s'il y a besoin. Donc vous voyez que l'oxygénothérapie longue durée, appelée OLD, n'est qu'un versant de cette thérapeutique. Elle est importante si vous en avez besoin, mais bien sûr, ça sera en plus du traitement de votre fibrose, antifibrosant ou traitement immunosuppresseur en fonction de votre pathologie, du traitement des comorbidités et de l'activité physique adaptée dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, l'oxygénothérapie, pourquoi ? Parce que en fait, ça améliore la qualité de vie des patients, ça diminue leur sensation d'essoufflement, leur sensation de fatigue, et donc ça améliore leur tolérance à l'effort. Il n'y a pas eu de grandes études réalisées sur la survie des patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique. Je vous ai rapporté ici des études qui ont été faites dans les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, donc c'est une autre maladie respiratoire chronique. Néanmoins, sur ces patients-là, il a été montré que si on a une hypoxémie sévère, le fait d'avoir une oxygénothérapie permet de réduire le risque d'hospitalisation et d'améliorer la survie de ces patients. Alors, qui a besoin d'oxygène ? Pas tout le monde. Il y a d'abord l'oxygénothérapie de repos. Est-ce que j'ai besoin d'oxygène même quand je dors ou quand je regarde la télévision ? On va se baser sur les résultats de votre gazométrie. Alors généralement, c'est une gazométrie artérielle, dans la petite piqûre qu'on fait au poignet, là, qui n'est pas très, très agréable. Si on a du mal à le faire, si vous êtes très réticent, on peut à Louis Pradel vous faire une gazométrie capillaire. On chauffe l'oreille avec une pommade qui crée un afflux de sang artérialisé à l'oreille. C'est un peu moins douloureux, c'est aussi un petit peu moins précis. Ça a tendance à sous-estimer un peu le taux d'oxygène. C'est pour ça qu'on le réserve plutôt en deuxième intention. Et on va retenir l'indication à une oxygénothérapie longue durée. Donc vraiment à la fois à l'effort mais aussi au repos chez les patients qui ont des taux d'oxygène au repos inférieurs à 55 mm de mercure ou pour les patients qui ont un taux d'oxygène inférieur à 60 mm de mercure associé à soit une polyglobulie, soit une hypertension pulmonaire, soit à une désaturation nocturne importante. La désaturation nocturne, je ne sais pas si vous avez déjà eu lors de vos hospitalisations, c'est le petit toximètre qu'on vous met au bout du doigt et on regarde en fait quelle est votre saturation pendant la nuit. Et on dit qu'on a une désaturation nocturne sévère si vous passez plus de 30% de la nuit avec une saturation en oxygène inférieure à 90%. On peut aussi avoir besoin d'oxygène uniquement à l'effort, parce que je vous ai expliqué que assez longtemps, votre taux d'oxygène au repos reste correct, mais à l'effort, il peut diminuer. Et dans ces cas-là, on va vous proposer une oxygénothérapie de déambulation si votre saturation à l'effort descend en dessous de 80% ou s'il descend en dessous de 90% et que vous ressentez un essoufflement que l'adjonction d'oxygène peut améliorer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on mesure lors du test de marche sur 6 minutes. Et là, je vous ai mis un petit cas clinique d'un patient qui a fait un test de marche en air ambiant. Sa saturation de repos est à 95%. Quand il va marcher 6 minutes, ça va descendre jusqu'à 84%. Le score de Borg, c'est ce qu'on vous demande à la fin de l'épreuve. Êtes-vous essoufflé, oui ou non ? Et vous cotez votre essoufflement jusqu'à un maximum de 10. Donc là, le patient est très essoufflé. Et il ne marche que 250 mètres. On va refaire ce test de marche sous 3 litres d'oxygène et vous allez voir que les paramètres vont s'améliorer. Non seulement il va améliorer sa distance parcourue, il va avoir un essoufflement moins important au bout des 6 minutes et son taux d'oxygène va être meilleur. Alors c'est là où je remercie vivement Vitalaire de leur contribution. Il existe différents types d'oxygène. Il y a ce qu'on appelle l'oxygène médicinal. En fait, c'est l'oxygène qu'on vous apporte soit sous forme gazeuse en bouteille, soit sous forme liquide. Et l'oxygène médical, qui là, en fait, ce sont des appareils qui vont enrichir l'air ambiant, qui contient 21% d'oxygène. Ils vont l'enrichir avec un pourcentage d'oxygène plus ou moins élevé en fonction de la prescription. Dans tous les cas, il
il vous est fortement recommandé de ne pas être à proximité de cigarettes ou de sources inflammables. J'ai vécu ça quand j'étais interne. C'était à l'époque où les gens fumaient un peu partout, les médecins dans les couloirs et les patients dans leur chambre. Et malheureusement, on a un patient qui a pris feu. Ça explose pas, hein, mais ça prend feu. En dehors de ces différents types d'appareils, il y a aussi différents types de délivrance de l'oxygène. DM, c'est pour dispositif médical. Il peut vous le délivrer soit de façon continue, donc ça va vous souffler en permanence le même débit d'oxygène, soit par débit pulsé. Et là, c'est une quantité d'oxygène qui va vous être administrée uniquement lorsque vous allez inspirer. Donc voilà les différents types possibles. Donc les systèmes fixes qu'on appelle concentrateurs, donc c'est ceux qui enrichissent l'air ambiant en oxygène. Ils peuvent être munis d'un compresseur qui va vous permettre de remplir des bouteilles. Vous avez exactement ce modèle-là dans la salle. Donc vous pouvez vous en servir à la fois chez vous, si vous en avez besoin la nuit ou quand vous regardez la télévision, par exemple. Et puis vous allez pouvoir remplir vos bouteilles vous-même pour la déambulation. Autre type qui est également ici, donc c'est l'oxygène liquide. Là aussi, vous avez la possibilité donc d'avoir la cuve chez vous et de pouvoir vous remplir des petits thermos d'oxygène lorsque vous sortez de chez vous, ou même pour vous déplacer dans votre appartement s'il est grand. Et enfin, vous avez des systèmes de concentrateurs portables. Alors, soit portables pour les tout petits formats, soit transportables donc, sur roulette pour des formats un petit peu plus grands. L'oxygène gazeux, bouteille, simple, on s'en sert surtout à l'hôpital pour transférer les patients d'un service à l'autre, mais rarement à votre domicile. Donc voilà, le concentrateur fixe enrichit l'oxygène. Certains modèles peuvent monter quand même jusqu'à 9 litres minute, hein, donc c'est pas rien, ça se branche sur le secteur. Pour savoir combien ça consomme, tout ça, je laisserai Vitalaire vous répondre, hein, en oxygène, en énergie, là, je ne sais pas. Ils peuvent être munis, comme je vous l'ai dit, de systèmes de remplissage, donc qui vont jusqu'à 2,3-2,5 kg. Pour l'autonomie, Christophe, ça dépend du débit. C'est ça le problème. Donc, entre 2 et 6 heures en fonction du débit dont vous avez besoin. Les concentrateurs transportables, eux, ils montent un peu moins en débit. Hein, donc, c'est pour des patients qui n'ont pas de gros besoins d'oxygène à l'effort. Ça fonctionne sur batterie. Et puis, l'oxygène liquide. L'avantage, donc, c'est qu'on peut monter vraiment à des débits très importants. L'inconvénient, c'est qu'il faut que vous soyez livré régulièrement en oxygène liquide à votre domicile. Là aussi, la fréquence de livraison dépend du débit dont vous avez besoin. Et enfin, les concentrateurs portables, certains en ont, qui peuvent délivrer donc, en mode plutôt pulsé. C'est important, comme ça dépend de votre fréquence respiratoire et du volume que vous prenez. Donc pour savoir si le débit qu'on vous a mis, la position qu'on vous a mise entre 1 et 6 est suffisante, en fait, il faut refaire un test de marche avec votre appareil personnel pour qu'on vérifie que votre saturation reste correcte avec la position qui vous a été prescrite par votre pneumologue. Donc voilà les différents types, ils ont tous des avantages, des inconvénients en termes de débit, en termes de silence, en termes d'autonomie. Donc en fait, quel est le système qui est le plus adapté pour vous? Il faut en parler en fait avec votre pneumologue et aussi avec votre prestataire qui pourront vous donner les bons conseils pour savoir ce qui est le plus adapté pour vous. C'est pas pour tous les patients, c'est pas à tous les stades de la maladie, mais ça peut être un véritable bénéfice sur votre qualité de vie. Alors,
Quand on dit à un patient qu'il a besoin d'oxygène, que ce soit pour une fibrose pulmonaire ou pour une autre pathologie, il y a toujours un petit frein psychologique, mais on va me voir avec des lunettes d'oxygène, que vont en penser les gens, que vont en penser ma famille, etc. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous en parler. Je pense qu'il y a des patients ici dans la salle qui doivent avoir de l'oxygénothérapie au repos ou en déambulation qui seront plus à même de vous en parler. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Ségolène, c'était très clair comme d'habitude. Je pense qu'il y aura des questions. Je vais commencer avec un commentaire. Donc l'essoufflement et le manque d'oxygène, c'est pas la même chose. Enfin, tu l'as dit, mais voilà, je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que c'est quand même une discussion qu'on a assez souvent en consultation. En fait, votre essoufflement à l'effort, il est vraiment multifactoriel. Il y a plein de choses qui vont intervenir. Ce qui essouffle le plus, en fait, c'est le fait d'avoir une respiration que j'ai appelée sur les diapositives tachypnéique, c'est-à-dire avec des petits volumes et une très grande fréquence. Les sportifs savent que pour ne pas être trop essoufflé, il faut prendre des grands volumes avec une petite fréquence. Mais là, vous, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre de grands volumes, donc vous allez être obligé d'augmenter votre fréquence respiratoire, et c'est ça qui crée vraiment la source principale d'inconfort. Et c'est là où le traitement de la maladie sous-jacente essaye de freiner cette évolution. Voilà. Il y a aussi les kinésithérapeutes respiratoires peuvent vous aider pour gérer cette respiration. Quand on a fait du sport, on arrive un peu à gérer sa fréquence respiratoire. Quand on n'est pas un grand sportif, on a tendance à augmenter la fréquence alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Les kinésithérapeutes peuvent vous aider à contrôler, à diminuer votre hyperventilation et diminuer votre fréquence respiratoire à l'effort. Le réentraînement à l'effort, il est capital parce que plus vous avez de mitochondries, moins vous serez essoufflé. Moins vous aurez besoin d'hyperventiler, en fait. Si on n'a pas assez de mitochondries, on va augmenter son hyperventilation. Vous avez déjà une maladie qui vous fait hyperventiler. Si en plus vous avez un conditionnement musculaire qui n'est pas bon, vous allez encore plus hyperventiler. Donc l'entraînement à l'effort va vous décaler, en fait, le moment où vous allez être obligé d'hyperventiler. Donc quelqu'un qui n'est pas entraîné va devoir hyperventiler pour prendre la douche. S'il fait un entraînement musculaire régulier, il va s'apercevoir que il va être moins obligé d'hyperventiler, il va au moins augmenter sa fréquence respiratoire pour prendre sa douche. C'est quelque chose qu'il pourra faire beaucoup plus facilement. Et puis bien sûr, toutes les comorbidités, c'est important. L'oxygène, ça vient en fait en plus chez des patients qui ont soit des gazométries perturbées, soit des tests de marche avec qui retrouvent des désaturations importantes. Donc une respiration ample et profonde, pas trop rapide, et une activité physique adaptée. Oui. Pourquoi est-ce que dans certains cas on utilise l'oxygène pulsé? C'est quoi l'avantage? Alors, l'avantage principal, mais là je parle sous le contrôle de Vitalaire, c'est d'augmenter l'autonomie en fait. C'est que comme c'est délivré pas en permanence, on a plus d'autonomie, quoi. C'est ça l'avantage. Oui, le tuyau d'oxygène donne de l'oxygène par intermittence et ça consomme un peu moins, quoi. Voilà. Ou 2 fois moins, ou même un peu plus que 2 fois moins. Puisque notre temps inspiratoire est plutôt plus court que le temps expiratoire. Bon, on est fatigué. Si, j'ai encore une question. Ah, heureusement que tu es là, Vincent. Si on veut prendre l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on veut prendre l'avion, donc il faut savoir que si vous prenez un avion, même un avion de ligne, le taux d'oxygène dans la cabine chute. Donc, pour les patients qui ont une indication déjà à avoir de l'oxygène, je les oriente personnellement vers le laboratoire d'exploration fonctionnelle de la Croix-Rousse qui, en fait, va simuler la diminution du taux d'oxygène en altitude. Pareil, si vous voulez monter à 2000 mètres d'altitude, en fait, ils vont vous mettre un appareil qu'on appelle un altiméteur et qui va vous baisser, qui plutôt que de 21% d'oxygène, va vous mettre à 18% d'oxygène. Et on va voir quel est votre taux d'oxygène dans ces conditions-là, au repos et à l'effort. Et ça nous arrive de devoir prescrire de l'oxygène pour un vol ou pour un séjour en altitude chez un patient qui n'en aurait pas forcément besoin, qui serait un petit peu limite sur les indications dans la vie quotidienne. Donc si on veut voyager avec l'oxygène, comment on s'y prend? Alors là, il faut impérativement prévenir la compagnie aérienne en amont, parce qu'il vous faut un certificat médical, il faut que l'oxygène soit disponible dans l'avion.
Donc venez pas avec votre petit appareil comme ça, hop, j'embarque, parce que vous risquez de vous faire refouler, quoi. Et ce serait dommage. Donc parlez-en à votre médecin si vous avez un voyage en avion de prévu ou si vous voulez aller à Arc 2000. Vous en parlez d'abord à votre pneumologue et il vous dira si vous pouvez le faire ou pas. Ça s'est simplifié quand même avec les concentrateurs sur batterie, puisque un concentrateur sur batterie, par définition, il concentre l'oxygène de l'air, mais on ne part pas avec un réservoir d'oxygène. Ce que les transporteurs aériens n'aiment pas, c'est si on arrive avec un bidon d'oxygène, quoi, parce qu'il y a un risque, c'est inflammable. Alors que si on vient avec un concentrateur, c'est uniquement une batterie, entre guillemets. Mais c'est quand même mieux de les prévenir. C'est important. Oui, il faut les prévenir. Alors, il faut que vous travailliez avec vos prestataires. Justement, nous, on s'implique là-dedans. On vous fournit des certificats de douane parce que les aéroports et les compagnies aériennes les réclament. Il y a aussi des compagnies aériennes qui font des demandes très spécifiques, donc il faut vraiment anticiper. Nous, on demande un délai de 15 jours à 1 mois avant de partir pour pouvoir justement anticiper tous les documents dont vous avez besoin pour que vous puissiez communiquer avec votre compagnie aérienne et être sûr que vous allez partir. Parce qu'on a déjà eu des exemples de patients qui arrivaient à l'aéroport avec leur petite machine et au moment de monter dans l'avion, c'était non, vous ne montez pas avec l'appareil. Donc c'est soit le patient ne partait pas du tout, soit il partait sans son appareil et là, ça devient problématique aussi. Donc il faut vraiment, vraiment anticiper. Et nous, on est là pour vous accompagner. Enfin, vos prestataires du coup, qui vous fournissent l'oxygène sont là pour vous aider à anticiper et à partir dans les meilleures conditions possibles. Et à adapter aussi les sources pour pouvoir partir. Si vous n'avez pas d'oxygène sur concentrateur, justement, si vous avez un système d'oxygène liquide ou un système de concentrateur fixe sans concentrateur portable, on en discute et on voit si on peut vous prêter du matériel pour pouvoir partir aussi dans les meilleures conditions possibles à l'étranger. Peut-être un dernier point, c'est que l'oxygène de déambulation, donc à l'effort, ça peut aider la réhabilitation ou l'activité physique. Peut-être, Monsieur Fourier, si vous voulez bien nous dire ce que vous en pensez. Alors c'est difficile après le docteur Turquier qui a très bien expliqué le truc. Je vais essayer avec mes mots de patient à moi, parce qu'en fait je suis sous oxygène à l'effort depuis 2 ans maintenant. L'histoire, en fait, elle est venue parce que bon, je remplissais les critères, mais surtout, en fait, ça faisait quelques temps que je parlais avec ma pneumologue pour lui disant qu'il y avait des choses que j'arrivais à faire avant que je n'arrivais plus à faire, puisque ma fibrose progressait, ça se voyait dans les résultats des EFR. Il y avait des balades que je faisais que j'arrivais plus à faire. Voilà, donc on sentait vraiment que ça évoluait. Donc, je suis passé à l'oxygène à l'effort et j'ai été super surpris en fait du résultat quasiment immédiat. Et en fait, ce que moi avant, je crois que vous l'avez expliqué, ce que moi avant je mettais sur le compte de l'essoufflement, en me disant je peux plus faire des choses parce que je suis essoufflé, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas vraiment essoufflé avant. C'était plutôt la fatigue musculaire. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti le plus, c'est-à-dire immédiatement avec l'oxygène, j'étais capable de refaire les choses que j'arrivais plus à faire. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est pour ça que je le dis, c'est qu'avant, en fin de journée, j'étais j'étais carpette, hein, vous savez, on peut plus rien faire, on est sur le canapé, on peut plus bouger, on est mort, ça vous savez très bien de quoi je parle. Et en faisant mon exercice avec l'oxygène, je me suis rendu compte que c'était plus vrai et que le soir j'étais beaucoup moins fatigué. Donc ça c'est le premier bénéfice que j'en ai vu. Et après je suis rentré vraiment dans la spirale dont on a parlé aussi être capable d'en faire un peu plus. Ça réentraîne le corps, ça réentraîne les muscles. Ça fait du bien à la tête aussi. Donc, on est vraiment dans une spirale positive. Et maintenant, en fait, je suis arrivé à des niveaux de pratique d'activité physique que je n'avais pas il y a 3 ans, en étant moins malade, sans oxygène. J'en fais plus maintenant, tout en ayant de l'oxygène. Et c'est ça qui est un petit peu sur lequel j'insiste, parce qu'on a peur de l'oxygène et on à juste titre, parce qu'on se dit ma maladie a progressé, donc c'est le début de la fin, donc quand on passe à l'oxygène, mais en fait c'est pas vrai. Moi je le vis vraiment pas comme ça, et depuis je fais beaucoup plus d'activités qu'avant, et je suis capable de faire le double en marche, etc. Je suis moins fatigué à monter des escaliers, même quand j'ai pas mon oxygène, simplement parce que je suis en meilleure forme physique, parce que je ne sais pas si je suis clair en fait, mais j'espère que vous m'avez compris. Je fais plus d'exercices, donc je suis en meilleure forme. Mes muscles sont plus habitués, c'est ça, docteur, hein? Riche en mitochondries. Plus de mitochondries et tout ça. Mais ça se sent en fait. C'est ça qui est génial en fait. Et donc il ne faut pas hésiter. Si beaucoup hésitent au moment de ce passage-là,
Et n'hésitez pas, ça vous rapporte de la qualité de vie et ça améliore votre qualité de vie. On ne pallie pas quelque chose, ça améliore réellement la qualité de vie. Merci beaucoup de ce témoignage. Mais pas le pronostic vital. Et merci beaucoup de ce témoignage. Je pense que c'était très convaincant et c'est complémentaire. Donc, on ne peut pas acheter des mitochondries, mais on peut reprendre une activité physique. Et si on a besoin de l'oxygène pour reprendre cette activité physique adaptée, ça vaut le coup de le faire.